Il va sans dire que tu m'as déjà entendu dire que les enfants ont besoin de bouger pour grandir, pour se développer. C'est pratiquement la marque de commerce de la petite enfance. Se rouler par terre, sauter, grimper, courir partout. Souvent, c'est même trop. On dit que les enfants bougent trop, surtout quand vient le temps de se calmer le soir avant le dodo. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des enfants qui ne sont pas dans une bonne position pour bouger, pour grandir, parce qu'ils ont peur de bouger. Et là, je ne parle pas juste une peur là, dans les gros modules au parc ou de sauter là, dans le vide en bas d'une grosse roche. Là. On parle d'enfants qui ont peur dès que leurs pieds quittent le sol. Donc, juste avant de descendre un escalier, par exemple, ou une bordure de trottoir, ou même s'ils se penchent pour ramasser un jouet, ça peut vraiment déclencher un sentiment de panique. Et évidemment, ce n'est pas un caprice, c'est pas que ce ne sont pas des enfants courageux, c'est qu'ils vivent de l'insécurité affective, bien évidemment, mais on parle d'insécurité sensorielle qu'on va appeler plus spécifiquement l'insécurité gravitationnelle. Alors, c'est notre sujet. On commence ça tout de suite après la petite intro. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Petite mise en scène pour commencer. Imagine-toi que tu es sur le bord d'une falaise et que là, tu regardes en bas et c'est haut. C'est haut, c'est une grosse falaise et que là, tu as toutes les réactions là, dans ton corps naturel qui se déclenchent. Là. Donc, tu es stressé, le cœur bat vite, les jambes deviennent molles, puis évidemment, tu as peur. Tu as peur de tomber parce qu'il y a vraiment un risque. Eh bien, pour un enfant qui vit de l'insécurité gravitationnelle, cette réaction-là, elle peut se produire dans des contextes tout à fait inoffensifs, parfaitement sécuritaires, comme marcher sur un coussin dans le salon, donc rien d'extraordinaire. Pour eux, c'est comme s'ils marchaient sur un fil de fer ou justement qui était sur le bord de la falaise que tu as imaginé tantôt. Et là, bien, qu'est-ce que tu penses va être la réaction de cet enfant-là? Il est en situation de stress, il est face à un danger, donc il va soit tenter d'éviter, s'opposer ou il va peut-être figer. Puis là, on va penser que c'est de l'anxiété ou c'est des comportements difficiles. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que ce sont probablement des réactions normales à ce qu'il est en train de percevoir, de vivre dans son système sensoriel. Alors, c'est ça qu'on appelle l'insécurité gravitationnelle. Ça commence quand? Bien, ça commence pas à 4 ou 5 ans comme on pourrait penser ou pas. Là. En fait, les signes, on pourrait les voir, les observer dès les premiers mois de vie de l'enfant. Si on pense à un bébé qui pleure quand on le prend pour l'amener dans nos bras sur nous ou qui n'aime pas être placé sur le ventre. Un bébé qui panique quand on le couche pour changer sa couche ou qui devient très, très tendu quand on penche sa tête pour laver ses cheveux dans le bain, par exemple. Et si on se projette un petit peu plus loin, bien, quand il apprend à marcher, c'est un bébé qui va préférer les surfaces stables. Alors, il n'est pas à l'aise d'aller sur le tapis, d'aller sur l'herbe, d'aller sur les carrés de mousse à la garderie. Donc, ce sont des petits signes qui peuvent passer inaperçus, qu'on peut attribuer à son tempérament, puis ça se peut. On peut penser aussi qu'il n'aime pas venir dans nos bras, qu'il n'aime pas prendre son bain ou qu'il n'aime pas la texture du tapis ou de l'herbe, mais la réalité, c'est que parfois, ça peut être son système vestibulaire qui est en difficulté pour gérer la sensation de changement de position et la gravité.
Donc, pour mieux comprendre ce phénomène-là, parlons un petit peu des systèmes sensoriels, plus précisément du système vestibulaire, qu'on pourrait voir un peu comme le gardien de l'équilibre. Il est situé dans l'oreille interne. Son rôle, c'est de nous dire où on est dans l'espace, ou plus spécifiquement, dans quelle orientation est la tête. Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est penchée? Est-ce qu'elle est en mouvement? Puis si oui, à quelle vitesse? Puis dans quelle direction? Donc, c'est lui qui va capter tout ça, puis il travaille en équipe avec le système proprioceptif qui, lui, dit où sont les parties du corps dans l'espace, le toucher qui, lui, la peau, là, informe des limites du corps lorsqu'il y a un contact avec l'espace, puis évidemment la vision qui nous dit ce qui est en train de bouger devant nous si on est immobile ou ce qu'on voit quand c'est nous qui bouge et que l'environnement est immobile. Donc, tous ces beaux systèmes-là, ils fonctionnent ensemble. Puis quand ça fonctionne bien, ça donne à notre cerveau des informations fiables pour ajuster notre posture, rester en équilibre, puis bouger avec efficacité. Normalement, quand notre corps change de position, le cerveau va rapidement analyser toutes les informations sensorielles qu'il va percevoir. Donc, si je suis sur le bord d'un vrai précipice, comme on a dit tantôt, c'est OK, c'est logique que j'aille peur. Si je descends un escalier avec une rampe, je suis capable d'évaluer que c'est sécuritaire. Et si je saute par-dessus un petit ruisseau, je peux avoir une petite hésitation parce que je sais que je pourrais tomber, mais comme je ne tomberai pas de si haut, ça va être désagréable, mais ce n'est pas un réel danger. Donc, je ne vais pas faire une crise. Alors, c'est cette analyse-là qui ne se fait pas bien chez l'enfant avec une insécurité gravitationnelle. Donc, juste pencher la tête un petit peu, rouler sur le côté, descendre du divan, ça peut déclencher une réaction comme si le corps tombait dans le vide pour vrai. Alors ça, c'est non seulement épuisant, c'est aussi invisible pour ceux qui sont autour de l'enfant puis qui ne savent pas comment interpréter ses comportements. Parce que, disons-le, c'est vraiment pas intuitif de penser que l'enfant ressent ça quand il descend du divan. On pourrait peut-être explorer un petit exemple fictif d'un enfant de 5 ans qui a une insécurité gravitationnelle. Alors, cet enfant-là, par exemple, quand il va au parc avec ses amis, il va être moins attiré par les modules de jeu, les glissoires, les balançoires, donc tout ce qui est en hauteur puis tout ce qui bouge. C'est un enfant qu'on va davantage retrouver assis sur la petite bordure en train de jouer dans le sable, par exemple. Ça va être davantage dans ses intérêts, dans sa zone de confort. Et on va retrouver la même chose, par exemple, dans un cours de natation. Les amis sautent à l'eau, s'amusent, lui va rester davantage sur le côté. L'eau, en passant, change toute la dynamique de mouvement, donne encore moins d'informations sur la gravité. C'est encore plus difficile si on ne voit pas l'eau dans les yeux ou sous l'eau, le haut, le bas. Donc, c'est un environnement qui est particulièrement inconfortable et paniquant pour un enfant avec une insécurité gravitationnelle. Puis dans sa vie quotidienne, simplement pencher sa tête pour attacher ses souliers ou descendre un escalier, ça peut devenir des moments très stressants pour son système nerveux. Et si je reparle un peu des comportements, c'est pas parce que l'enfant va réussir à descendre l'escalier puis à gérer sa détresse dans un moment présent que ça s'accumule pas puis que ça va pas ressortir dans un autre contexte. Donc, on s'entend que c'est un enfant, on va lui donner un nom, là, appelons-le Léo, qui entretient un système nerveux qui est épuisé, surchargé et que lorsque des comportements difficiles surgissent, c'est sûr que ça peut être en lien avec une expérience inconfortable de mouvement qu'il vient de vivre, mais ça peut être aussi juste en lien avec son épuisement. Et c'est un enfant qui va avoir besoin de 2 types de soutien, donc du soutien pour être plus à l'aise avec le mouvement, mais aussi tout ce qui concerne les moyens de régulation. Alors, ça nous fait une belle tangente vers le sujet de l'intervention. Alors maintenant, est-ce que cet enfant-là peut être aidé et si oui, par qui? La réponse, c'est oui, absolument, mais ça demande une approche quand même spécialisée. Les ergothérapeutes sont souvent les professionnels les mieux placés pour accompagner ces enfants-là parce qu'ils vont être formés en intégration neurosensorielle et c'est dans cette approche-là qu'on va aller chercher une grosse partie de nos outils. La première étape, ça va être bien sûr l'évaluation. On veut d'abord préciser ce sont quoi les situations de handicap qui sont présentes dans le quotidien. Puis, on veut intervenir tout de suite à ce niveau-là pour soutenir le bien-être d'abord de l'enfant,
mais son fonctionnement dans sa vie de tous les jours, dans ses activités d'hygiène, d'habillage, de jeu social, ses apprentissages. Mais en parallèle, durant l'évaluation, ce qu'on veut faire aussi, c'est préciser la cause, parce que dans cet épisode de podcast, on a parlé d'une cause potentielle pour les réactions de l'enfant, qui serait une difficulté avec le traitement de l'information vestibulaire. Donc, c'est souvent ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Il pourrait y avoir d'autres causes derrière la peur du mouvement, notamment si un enfant a eu une expérience négative ou un trauma dans le passé, à un moment donné, par exemple, il a fait une chute, bien, c'est sûr qu'il peut avoir développé des peurs. Par la suite, un enfant qui aurait eu aussi des grandes carences en stimulation au cours de ses premiers mois de vie, peut-être en lien avec une situation médicale qui fait qu'il n'a pas pu beaucoup bouger, bien, ça se peut que ces systèmes sensoriels soient encore immatures, donc à consolider. Et d'ici à ce que ceux-ci le soient, bien, c'est sûr que l'enfant va avoir de la difficulté avec différents aspects du traitement de l'information sensorielle, notamment vestibulaire. Aussi, lorsqu'on parle des troubles sensoriels, l'insécurité gravitationnelle, ça peut être seulement une facette d'un trouble qui va être un petit peu plus global que exclusif au système vestibulaire. Par exemple, il y a un trouble qu'on va appeler le trouble de la modulation sensorielle, qui affecte comment le système nerveux reçoit, enregistre, filtre, module l'intensité de l'information sensorielle. Alors, l'enfant qui aurait un trouble de modulation sensorielle pourrait avoir de la difficulté avec le traitement des mouvements, mais aussi peut-être d'autres sensations comme les touchers, les textures, les goûts, les odeurs, les lumières, les bruits. Donc, c'est important pour l'ergothérapeute. Il va toujours faire le tour du profil sensoriel de l'enfant parce que dans ces cas-là, il va devoir proposer une intervention qui va être plus globale sur le système nerveux plutôt que ciblée sur le système vestibulaire. Alors, suite à son évaluation, l'ergothérapeute va préparer un plan d'intervention qui pourrait contenir des objectifs, par exemple, si on reprend le petit Léo, bien, ça pourrait être d'ici l'été prochain, Léo va de lui-même initier une interaction avec un équipement au parc, sans devoir être encouragé, que ce soit la glissoire, la balançoire ou un module à grimper. Et tout au long de l'année, il va mettre en place des moyens pour atteindre cet objectif-là avec différentes modalités. Par exemple, faire progresser la maturité du traitement de l'information sensorielle, donc peut-être à travers des sessions en clinique qui vont comporter des activités engageantes, ludiques, dans les intérêts de l'enfant, qui vont lui permettre de progressivement se sentir plus à l'aise dans des activités qui bougent, en s'habituant à tolérer des sensations de mouvement d'une manière contrôlée. Ça pourra aussi inclure des équipements pour l'aider, par exemple une peluche lestée dans ses bras pendant qu'il est sur une planche d'équilibre. Bien, ce que ça peut faire, c'est lui donner plus d'informations sur son corps dans l'espace. La pression profonde est apaisante, la proprioception qui va être générée par ses muscles qui retiennent la peluche aussi. Mais également, le câlin à la peluche, c'est aussi une source de réconfort qui peut l'aider d'autant plus à moduler sa peur du mouvement. Et à travers ça, l'entourage va pouvoir aussi recevoir des conseils pour s'ajuster aux réactions de l'enfant, le soutenir autant dans ses mouvements que dans ses émotions au quotidien. Si jamais tu te posais la question depuis quand c'est connu, qui a parlé de ça pour la première fois, eh bien, c'est Jean Ayers, une ergothérapeute américaine qui, en 1979, a parlé d'insécurité gravitationnelle en contexte de sa théorie sur l'intégration sensorielle. Et ce que je trouve intéressant de mentionner, particulièrement pour les ergothérapeutes à l'écoute, c'est qu'elle a vraiment fait la distinction entre l'insécurité gravitationnelle, qui est vraiment une déficience au niveau de la qualité de la perception de la gravité, et le lien avec le déclenchement des réactions émotionnelles. Donc, une différence entre ça et l'intolérance au mouvement, qui, elle, réfère à une hypersensibilité aux mouvements qui tournent et aux mouvements qui sont très rapides.
Par exemple, là, ce sont les mouvements qu'on va rencontrer dans un parc d'attractions. Donc, ça va vite, ça tourne. Et il y a des personnes qui tolèrent très bien cela et d'autres qui sont intolérantes à ce type de mouvement-là. Et les personnes intolérantes au mouvement, ce qui va se produire pour eux, ça va être des malaises, des vertiges, des nausées, des vomissements. Tandis que quand on est dans l'insécurité gravitationnelle, l'impact va être davantage une réaction émotionnelle de peur que des symptômes du système nerveux autonome. À savoir ici qu'on parle d'un profil clinique. Donc, le terme insécurité gravitationnelle, ce n'est pas un diagnostic médical. C'est peu probable aussi que le pédiatre à qui vous allez parler de ça connaisse ce terme-là. Comme je disais, Jean Ayers, c'est une ergothérapeute et lorsque vous consultez un ergothérapeute et que le profil sensoriel de l'enfant est évalué et que ce type de défi-là ressort, c'est à ce moment-là que l'expression insécurité gravitationnelle peut être utilisée pour décrire ce qui se passe et surtout orienter l'intervention. Je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu plus court, mais peut-être un peu plus complexe aussi. Le message était que l'insécurité gravitationnelle, c'est quelque chose qui existe, qui est vécu par des enfants et que de savoir que c'est possible va nous permettre peut-être plus tôt que plus tard de comprendre et de les accompagner dans leur développement et fonctionnement avec une approche sensorielle qui va les aider à grandir dans leur corps plutôt que comportementale parce que oui, c'est facile de percevoir leurs réactions excessives, surtout en jeune âge, quand ils ne parlent pas, ne peuvent pas nous expliquer comme des comportements difficiles. Bye bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!